Alinéa, c'est le rendez-vous qui vous permet de comprendre les controverses et discuter des solutions avec des experts du droit sans tomber dans l'effervescence de la polémique. Mohamed Mara. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les antennes de Fréquence Info Média Guinée. Nous émettons en modulation de fréquence depuis Nongo à Conakry sur la 95.13, votre magazine donc hebdomadaire qui donne voix au droit, le rend audible mais aussi accessible à chacun d'entre vous. Guinée, quel encadrement juridique pour notre transition? Voilà déjà plus de 3 années qu'un vent constitutionnel souffre sur la Guinée, d'abord violemment, parfois par bourrasque, parfois calmement, mais avec pour résultat final un état d'exception que nous connaissons tous aujourd'hui. Les objectifs de cette transition qui s'ouvre sont multiples sur le plan juridique. Redonner vie et effectivité à une constitutionnalité demeurée formelle et bafouée pendant la dernière décennie, l'instauration de l'état de droit, promouvoir la citoyenneté en redonnant au peuple souverain sa liberté et son droit de parole et de décision, soumettre l'exercice du pouvoir au contrôle à la fois politique mais aussi juridictionnel, mettre un terme aux abus, à la corruption, au trafic d'influence en tout genre et à l'influence des groupes occultes. Pour débattre, vous le comprendrez donc, de ces sujets ô combien de fois importants, nous recevons pour vous aujourd'hui 2 éminents juristes connus et reconnus en Guinée. D'abord, Monsieur Mohamed Camara. Il est chargé de cours de droit dans plusieurs universités guinéennes, doctorant donc en droit public. Monsieur Camara, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Mara, bonjour à tous les auditeurs et merci de l'invitation. Merci à vous, merci surtout d'avoir accepté malgré votre agenda d'être dans ce studio. Le second, vous le connaissez également, vous avez appris à l'apprécier ces dernières années. Karamo Madi, notre camarade, donc dans ce studio, il est également juriste et consultant pour les médias. Bonjour, j'ai envie de dire Thomas. Bonjour Thomas et c'est tout un plaisir d'être là et bonjour également aux auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Comme chaque samedi, je suis accompagné à l'animation par notre camarade, Alpha Mamadou Diallo de Mamoussa, il fallait que je le précise. Bonjour Alpha. Bonjour Mohamed et bonjour à tous. Bienvenue à nos invités. La technique est tenue côté radio par Karifa Traoré qui avait refusé d'être Doumbouya. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il ne le regrette pas. Et côté radio-visio par Ibrahim Massila. Bienvenue à chacun d'entre vous. Fim FM, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Fim FM, Alinéa, Prétoire, Affaires pendantes, l'écho des cours et tribunaux. Alors, j'ai envie de dire que c'est une actualité extrajudiciaire, mais qui a un fort impact sur le fonctionnement de nos cours et tribunaux, qui a défrayé la chronique Alpha durant cette semaine. Nous parlons bien sûr de cet enregistrement audio incriminant le procureur Sidi Souleymane Ndiaye. Oui, c'est vrai, on a écouté en début de semaine donc sur les ondes de médias de la place et n'est-ce pas cette voix du procureur assez connu, Sidi Souleymane Ndiaye de Dixine, donc qui dans cet audio justement était en train de carrément demander à un juge, le juge notamment Alphonse Charles White, donc carrément de condamner Omar Sylla Foni Kemengue, c'est de cela qu'il s'agit, du FNDC, même si quelque part il n'y avait pas de preuves contre lui. Et voilà, il fallait quand même passer à une condamnation pour pouvoir le garder justement au Niouf en attendant que l'affaire du 3e mandat puisse carrément finir. Donc c'était un peu ça le contenu de l'échange que le juge a finalement fini par donner à des journalistes qui ont publié sur les médias. Et surtout, le procureur le reconnaît lui-même dans cet enregistrement, il n'y avait rien dans ce dossier. Oui, c'était un dossier vide, il l'a dit, mais il fallait naturellement trouver en tout cas quelque chose, passer par un subterfuge pour pouvoir justement
condamné donc ce fameux Omar Sylla Foni Kemengue, et c'était sans compter sur la détermination donc de Alphonse Charles White qui n'a pas prêté le flanc à cette manipulation et qui a donné ce verdict. Moi j'étais présent ce jour-là et il fallait voir le visage de Sidi Souleymane Ndiaye qui avait pris le soin, tenez-vous bien, d'inviter la RTG ce jour-là parce qu'il était sûr que le juge allait rentrer en condamnation, mais c'était absolument tout à fait le contraire. Mais donc, dans l'enregistrement, il le dit bien, et c'était sous la pression de sa hiérarchie, notamment le département de la justice, la présidence, et ce qui est fait étonnant, même la présidente de ce tribunal, et d'ailleurs qui est suspendue depuis pour d'autres raisons par le Conseil supérieur de la magistrature, même elle mouillait dans cette histoire. Oui, effectivement, parce que à écouter vraiment l'enregistrement, on comprend qu'il y a joué un rôle clé. Un rôle clé naturellement, parce qu'elle a cherché à amadouer le juge pour qu'il puisse justement accepter, mais voilà, le monsieur quand même n'a vraiment pas joué le jeu, quoi. Mais Alpha, ce qu'on découvre également à travers cet enregistrement, c'est que Charles-Alphonse Wright n'était pas le seul juge qui était sollicité, parce que le procureur le dit habituellement, quand il y a des dossiers de cette nature, il va vers les juges. Oui. Cela veut dire qu'il y a peut-être d'autres juges, eux, qui avait simplement cédé au chantage. Oui, c'est une hypothèse à ne pas écarter parce qu'il a dit que c'est habituel que le parquet vienne trouver un magistrat de siège pour lui demander carrément de rentrer en condamnation. Donc c'est vraiment assez ahurissant et on a vu beaucoup de procès ici où justement des verdicts sont tombés à la surprise générale. On se demande si justement de telles pratiques n'ont pas été souvent mises à contribution. Je vais vous surprendre. Oui. Moi personnellement, j'ai auditionné au cours de la semaine notre enregistrement, cette fois-ci dans lequel c'est un avocat qui va vers un président de juridiction lui demandant, s'il vous plaît, donnez mon dossier à tel juge. Oui. Voilà, laissant entendre clairement qu'il s'est déjà entendu avec ce juge-là. Cette fois-ci, c'est un avocat. C'est vous dire que déjà, le verre n'est pas seulement dans le fruit, mais le fruit est totalement peut-être pourri. Alors, ouverture du procès en appel de Ousmane Niéloy Diallo. Justement, Ousmane Niéloy qui s'est fait connaître ces derniers temps et à cause des sorties justement fracassantes sur les réseaux sociaux. Il s'en prend à tout le monde, à tort et à travers. Et voilà, il a été condamné à 5 ans de prison en juin dernier au tribunal de première instance de Dixine pour injure publique et menace de mort contre Mme Kadiatou Diallo, la fille de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc il avait tenté, souvenez-vous, de s'enfuir. Là, on se souvient un peu et tout le bruit qu'il y a eu et finalement il a été mis aux arrêts parce qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui et donc il séjourne à la maison centrale. Mandat d'arrêt qui a été finalement retiré pour être reconverti en mandat de dépôt. Mandat de dépôt, effectivement. D'accord, à l'audience. Oui, à l'audience, effectivement. Donc il est à la maison centrale de Conakry. Le procès en appel donc s'est ouvert ce jeudi, ça fait 2 jours donc, et il y a eu même des accrochages à l'intérieur de la cour d'appel parce qu'il y avait sa sœur Fatou Niéloy qui est tout aussi connue, qui est venue pour avoir des accrochages avec certains jeunes qui étaient là, qui soutenaient des cas. Donc on attend de voir la semaine prochaine la suite de ce dossier. Le 14 plus exactement, oui, si je ne m'abuse. Ouais. D'accord. Alors Mamou, on en reparle à Ville Carrefour. Cette fois-ci, c'est une jeune femme qui est condamnée pour avoir jeté son nouveau-né. Oui, c'est vrai. Une jeune dame, en fait, qui avait carrément jeté son bébé. Le mot est fort, abandonné, d'accord, mais jeté carrément. Oui, elle a jeté, c'était dans une fosse septique. Il a fallu toute la vigilance d'un conducteur de taxi qui était là, et un taxi motard, qui allait donc sauver le bébé si vous voulez. Donc il est allé prendre l'enfant, et donc en même temps, il y a eu la rumeur publique, donc la femme a été interpellée. Donc c'est ce qui s'est passé, donc elle a été jugée, et le procureur avait demandé même sa condamnation à 5 ans de prison, voilà, mais le juge a décidé de donner 1 an. Donc la femme, elle a écopé d'1 année de prison ferme et le verdict est tombé cette semaine à Mamou et on apprend que le bébé va bien. J'ai échangé avec le procureur et la Sidi qui est à Mamou, donc il me dit que le bébé va bien et que le bébé se trouve dans les mains de la famille de la femme en question. Merci donc pour ces actualités saillantes de la semaine au niveau de nos cours et tribunaux. Tout de suite le débat. Fim FM, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Lacordaire. Fim FM, alinéa. Angle droit, des sujets juridiques détricotés.
Je le disais donc, les objectifs de cette transition sur le plan juridique seront absolument nombreux, puisqu'il s'agira entre autres de redonner vie et effectivité à une constitutionnalité demeurée formelle et bafouée pendant la dernière décennie, l'instauration de l'état de droit, la promotion donc de la citoyenneté, en redonnant notamment au peuple sa souveraineté, au peuple souverain sa liberté, son droit de parole et de décision, la soumission à l'exercice du pouvoir, au contrôle à la fois politique mais aussi juridictionnel, la mise d'un terme aux abus de tout genre, notamment la corruption, les trafics et l'influence de groupes occultes. Alors, messieurs, je ne sais pas qui prend la main, sûrement le plus âgé d'entre nous. Je ne sais pas, d'abord, comme question d'entrée, si vous avez fait attention à la nouvelle ossature gouvernementale, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est revenu en tête de la nomenclature gouvernementale. Vous le savez, ces dernières années, on commençait par le ministère de la Défense. Parfois, le ministre de la Justice n'était que deuxième ou troisième. Est-ce que vous pensez que c'est un signe fort qui est envoyé? Oui, c'est un signe fort parce que l'état de droit, c'est, à terme de définition simple, c'est l'état qui est soumis à la règle de droit. Ça veut dire autant le citoyen ordinaire est justiciable, l'état l'est tout autant. Donc que de voir dans l'ossature une proposition de ce genre, un ministère de la justice, je pense que c'est une très bonne chose. Il y a seulement à signaler que au niveau de la dénomination, c'est-à-dire que le garde des Sceaux, c'est un titre. Voilà, c'est pourquoi on dit tout simplement le ministre de la Justice. Mais dès que l'on dit, enfin, on dit le ministère de la Justice. Mais dès qu'on dit ministre, là on dit ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, mais sauf que si j'ai bien fait attention cette fois-ci, on a dit d'abord garde des Sceaux, oui, ministre de la Justice. Exactement. Et notamment des droits de l'homme. Oui, ministère plutôt. Voilà, ministère. Voilà, ça dit que le garde des Sceaux, c'est un attribut du ministre lui-même. Donc, mais il faut voir à travers cette juxtaposition le fait de faire précéder son titre d'abord, comme si on tient beaucoup à la question des symboles de l'État. Parce que vous avez vu ici, vous évoquiez le cas de certaines personnes qui s'en prenaient à tout le monde. C'est-à-dire que les institutions, l'image était dégradée, leur pan de pouvoir était désacralisé. Donc tous ces éléments-là étaient de nature à montrer combien de fois les sceaux sont importants. Donc garde des sceaux. Vous allez voir même une ONG qui prend la devise, qui met comme, je vais dire, à côté du logo, de son logo, oui, d'une correspondance. Oui. Vous, on ne blague pas avec les sceaux et, comment je vais appeler cela, les symboles de l'État. Donc tout cela peut être bien réglementé parce qu'il y a des décrets qui sont pris dans le cadre de ce qu'on appelle les sceaux et, comment je vais appeler, et même les armoiries. Les armoiries sont très mal connues chez nous si on y fait attention. Exactement. Donc les armoiries, parce que présentement on est à la 4e génération des armoiries au niveau de la République de Guinée. Donc tous ces éléments-là montrent combien de fois il est important de mettre un accent particulier sur ces dimensions-là. Donc je pense que c'était une très bonne chose que de commencer par là. Et puis maintenant, après, d'autant plus que les nouvelles autorités sont prédisposées à sous-tendre à leur démarche une approche participative pour dire, bon, cette transition doit être une réussite. Et tout le monde est convaincu de cela. Parce que si vous mettez à la réserve de la République, par exemple, en pensant, bon, il faut attendre d'abord que la transition finisse et après, maintenant, venir avec vos initiatives. Mais si les fondamentaux ne sont pas solidifiés, votre initiative, ne serait-ce que privée, peut être chancelante dans sa mise en œuvre. Donc, c'est pourquoi il faut que l'État soit sur les rails et que quand l'État de droit s'amorce, je pense que ça inspire confiance. Sun Tzu a dit, dans son ouvrage intitulé L'art de la guerre, qu'un État tient debout sur 3 piliers. Il y a le travail, donc il y a les vertus, et puis il y a la justice. Il peut arriver dans un pays que les gens ne travaillent pas, qu'il y a une sorte de fainéantise, l'État peut tenir debout. Il peut arriver que les gens ne soient pas dans la vertu au point qu'on applaudirait un menteur invétéré ou un violateur avéré des textes de loi. Et puis on peut vouer aux hégémonies les rares qui peuvent par exemple faire preuve d'orthodoxie au niveau de l'administration ou au niveau de la justice qui peuvent avoir des ennuis. Sinon, comment applaudir par exemple un juge qui ne fait qu'appliquer la loi
Ça veut dire que dans l'immense majorité des cas, sinon le principe... En principe, il fait son job. Il fait son job. C'est pourquoi quand vous demandez à un administrateur, par exemple, qui réalise le service public pour satisfaire le besoin d'intérêt général de la population, quand vous dites « Merci, monsieur Karamadi, pendant que vous avez réalisé un petit service », votre réponse est de dire simplement « service ». Autrement dit, vous êtes là pour cela. Mais quand les vertus ne sont pas respectées non plus, alors du coup, vous allez voir que l'État peut tenir debout. Mais si la poutre maîtresse, qui est la justice, cède, automatiquement, ça précipite l'État dans sa décadence. Et donc, c'est pourquoi il est important que ce cadre-là soit appliqué, mais que les textes soient non seulement vulgarisés, appliqués, et avant même de les adopter, faire une étude d'impact des lois. Sinon, les lois peuvent être simplement adoptées et que dans leur mise en application... Bien entendu. Cette fois-ci, j'espère que nous allons nous entourer de toutes les garanties, justement, pour ne plus avoir à retomber dans cela. Quand on m'a dit, n'est-ce pas étonnant que ce soit un pouvoir militaire qui décide dans l'ossature gouvernementale de redonner la première place à la justice? On avait quand même des civils au pouvoir ces 10 dernières années. Mais régulièrement, c'est le ministère de la Défense d'abord qui avait préséance. Et est-ce que finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous dire à nous autres civils, oui, nous allons vous ramener aux règles démocratiques que vous ne cessez de réclamer, mais que vous violez systématiquement? Oui, je pense que la nomenclature du gouvernement reste dans le droit fil de la pensée des déclarations du président de la transition, qui, à l'aune de ses premiers propos, a affirmé que la justice restera la boussole durant cette transition. Il est resté lui-même droit dans cette position en affirmant dans la structure du gouvernement cette volonté de donner à la justice la primeur qui doit être l'élément fondamental et réformateur de notre État. Dans les objectifs que la transition s'est assignée, il y a la refonte de l'État. Et cette refonte ne peut pas se faire sans la restauration des équilibres fondamentaux qui sont basés sur la justice. Mohamed le rappelait tout à l'heure, la justice reste la colonne vertébrale d'un État. Il faut lui donner toute la teneur qu'il faille pour qu'elle puisse solidifier le reste de la découlante afin qu'elle puisse asseoir les véritables structures de l'État. Quand vous dites que les militaires, il faut le dire comme ça, ont donné de la teneur à la justice au détriment même de ce qui a été fait par la gestion civile, il faut dire que c'est étonnant. Parce qu'à un certain moment, nous avions pensé que les civils au pouvoir permettraient de restaurer cet état de droit. Souvenez-vous que nous sommes passés d'un pouvoir militaire à un pouvoir civil. En 2010, il y a eu cette transition institutionnelle qui a été faite entre l'institution militaire et l'institution civile. Peut-être même plus en amont, parce que de 84 à 93, pouvoir militaire, avec 3 années de transition de 90 à 93. Mais ensuite, je dirais un pouvoir militaro-civil de 93 à 2008 pour retomber encore dans un pouvoir militaire. En réalité, un pouvoir civil, ce n'est que de 2010 à 2021. En 2021, oui. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut quand même relever à ce niveau, c'est que les attentes étaient beaucoup plus pesantes sur les civils. Parce que dans l'esprit du commun des Guinéens, les militaires ne sont pas faits pour gérer la cité. Les militaires sont faits pour protéger la cité. Et que donc, c'était aux civils de donner à la cité toute sa teneur du point de vue justice. Et quand on parle de justice, il faut l'entendre à la fois sous l'angle institutionnel, la justice en tant qu'institution, mais la justice en tant qu'élément de l'équilibre social. Je parle là donc de la justice sociale. Malheureusement, nous avons raté ce pan parce que la gestion civile a montré ses limites. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs cas qui ont démontré à quel point notre justice avait connu une certaine sorte de dégradation liée aux fondamentaux qui devaient la régir. Et donc aujourd'hui, c'est très salutaire de voir que dans l'orientation que le gouvernement prend, la justice reste encore une fois l'élément saillant. Et cela est d'autant plus déterminant que
le principe de la restauration de l'ordre constitutionnel qui a connu une rupture il y a juste quelques mois devra encore une fois se faire à la lumière de ce que la loi dit et de ce qui doit être fait au nom de la justice. Bien. Ça, c'est un élément salutaire. Bien. Alors, on fonce tout droit sur le premier élément véritablement de cette émission d'aujourd'hui, la question de la Constitution. Alors, il y a un premier débat qui est né. Est-ce qu'il faut partir de la Constitution de 2010, elle-même qui s'adosse à la Constitution de 1990, ou il faut repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que la Constitution de 2020 n'étant en réalité qu'un accident de parcours, tout simplement. Bon, en s'inscrivant dans la ligne droite du discours prononcé par le colonel Mamadi Doumbouya, je pense que c'est important de savoir que tout est remis à plat. Karamadi le disait à juste titre, à partir du moment où les civils, qui sont censés être beaucoup plus connaisseurs des réalités et des aspirations profondes de la population, parce que l'armée, c'est le dernier recours. Quand ça vient, ça ne discute pas. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans notre pays, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les textes les plus courageux et les plus désintéressés ont été le plus souvent adoptés sous des régimes militaires. Et vous vous rappelez que c'est sous des civils qu'il y a eu une loi électorale de complaisance qui possédait des germes. Et c'est pourquoi je disais à un moment donné que c'est bon de fixer les repères tel et tel et tel, mais encore une fois, l'idée de constitution telle que ça a été évoqué, je pense qu'il faut la réécrire. Et d'ailleurs, ça a été dit. Mais en la matière, ce n'est pas qu'une affaire de juristes. Attention. Parce que dire... Alors, justement, j'allais vous poser cette question. Les rédacteurs, hein, justement, quels acteurs pour rédiger le nouveau texte? D'accord. À cette question, si vous me permettez, nous allons marquer une première pause, simplement pour un rendez-vous de l'info. Et juste derrière, vous allez répondre à cette question. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les antennes donc, de FIM FM Guinée et vous êtes dans votre émission hebdomadaire Alinéa. Vous pouvez nous suivre également en plus de la 95.3 en modulation de fréquence sur l'ensemble de nos réseaux, de nos plateformes, de nos réseaux sociaux, FIM Guinée tout simplement, et également sur notre chaîne YouTube FIM Guinée. Alors, c'est quelques messages de nos auditeurs. Alors là, il y en a beaucoup ce matin. Amadou Mouktar Marli Diallo, bonjour en film Guinée. Et bonjour mon cher Mohamed et à toute l'équipe. Je vous suis depuis Dakar, vous faites un boulot extraordinaire. J'ai beaucoup aimé ta façon de faire pour édifier les citoyens lambda et ton cri de cœur sur la pagaille qui prévoyait sous le règne du régime dictatorial. D'accord, merci beaucoup à vous, chers compatriotes, qui nous écrit donc depuis Dakar. Alors, elle s'appelle Oumou Wansamba. Bonjour Mohamed Mara, bonjour à tous. C'est bien pour cette femme. Les autres prendront exemple, car si tu ne peux pas garder, ne donne pas naissance. Pour le cas de Sidi, c'est vraiment honteux. L'émission est extraordinaire. Bon week-end à vous tous. Merci donc à vous, Oumou Wansamba. Alors, notre message, il est de Ibro Gianni qui nous écrit depuis Hambourg. C'est en Allemagne. Bonjour Mohamed. J'ai une question pour Mohamed Camara. En Occident, nos ambassades ne doivent plus donner... Alors, je ne sais pas de quel document il parle, ne doit plus donner. Il faut passer entre le ministère... Ah, je pense qu'il parle des visas. Voilà, ne doit plus donner des visas. Il faut passer par le ministère des Affaires étrangères et de la Sécurité. Est-ce que c'est normal? Voilà, et non pas de la sécurité. Et effectivement, les visas, désormais, pour l'instant, c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères exclusivement. Alors... ça, c'était une question pour Monsieur Camara.
D'accord. Alors, Ali Macron qui nous dit bonjour Mohamed et à vos invités. Le débat d'aujourd'hui est encore très instructif. Merci donc à vous, fidèles auditeurs. Les Louma. Landouma Khamé. Alors, d'accord. Landouma Khamé qui nous dit bonjour à mon très cher professeur Mohamed Kamara. Je souhaite savoir comment le CNT qui sera mis en place peut bloquer quelques actions du CNRD, sachant que nous sommes en période exceptionnelle. Alors, est-ce que je vais reformuler, est-ce que le CNT peut jouer un rôle de contre-pouvoir réel au CNRD pendant cette période exceptionnelle? Alors, peut-être un dernier message. Il est de Lamabank Diallo. Bonjour Monsieur Mara et à vos invités de taille. En général, les parents nous déconseillent de faire le droit à l'université parce qu'ils prétendent que ce sont d'accord, que ceux qui font ce département s'exposent à l'enfer. En voyant le cas de Sidi Suleiman Ndiaye, nous pouvons leur donner raison. Ma question est de savoir comment lutter contre ce fléau pour que la génération actuelle puisse bien exercer cette profession. J'avoue que là, j'ai des frissons, très honnêtement. Ce qui est dit l'est de manière tellement crue. Oui. Alors, Diallo Alpha Hamidou, bonjour à tous. Beaucoup de prestige, j'imagine de prestigieuses personnes sur le plateau ce matin dans l'INEA. Quand je regarde mon pays aujourd'hui, j'ai beaucoup de fierté et d'espoir. Nous avons des talents dans tous les domaines et je milite pour que le droit et la justice soient le vecteur de la gouvernance dans notre pays. D'accord, et alors un dernier message est de... Alors, Mimi Demongo, qui nous écrit depuis Toronto, fidèle auditrice de cette émission. La justice guinéenne doit se repentir. Cet audio fait honte à notre pays. Merci. Une femme, c'est comme ça. C'est précis, c'est concis. Alors, angle droit, deuxième partie. FIM FM, Alinéa, angle droit, deuxième partie, le débat continue. Alors, Monsieur Kamara, avant de revenir, si vous voulez, au portrait robot des rédacteurs de la Constitution, je pense que vous avez noté deux questions de nos auditeurs très rapidement. D'abord, est-ce que le CNT pourrait jouer un rôle de contre-pouvoir réel au CNRD durant cette période exceptionnelle? Bon, en fait, c'est un organe législatif. Les auditeurs et téléspectateurs doivent avoir présent à l'esprit que c'est une stratégie de construction. Ce n'est pas une question de rapport de force en tant que tel. Rappelez-vous qu'on est dans une situation où des civils avaient dit préférer l'ordre à la loi. Donc, finalement, ça crée beaucoup plus de désordre parce que l'ordre qui résulte de l'observation de la loi, c'est cet ordre-là qui protège tout le monde. Et donc, les organes qui vont être en place, ce n'est pas une question de rapport de force, de faire ceci ou de faire cela. N'oubliez pas que le CNT va faire des propositions, qu'il va adopter des trucs. La charte indique clairement que, en tant que de besoin, des propositions peuvent être faites et que ces propositions peuvent enrichir la charte. Peut-être pour vous poser la question autrement, est-ce que le CNT aura par exemple un contrôle sur l'action gouvernementale? Ouais, c'est peut-être cela le sens de sa question. Mais bien sûr, mais même si c'est une assemblée à la régulière, vous avez vu, avec le schéma où il y avait non seulement la constitution de 2010 et la constitution querellée et celle falsifiée qui avait suivi, vous avez vu que les pouvoirs du législateur étaient à la portion congrue. Parce qu'à la limite, même s'il y avait une question d'enquête parlementaire, le Parlement était dessaisi dès lors que la justice était saisie du dossier. Donc les rapports de force en termes de contrôle d'enquête parlementaire, de mission d'action réciproque, d'autant plus qu'on est dans un régime fortement présidentialisé. Donc le président, sous l'empire de ces constitutions-là, était comme un prince pratiquement. Donc il avait les coudées franches. Alors donc, en termes de contre-pouvoir, c'est symbolique. C'est symbolique parce que c'est de dire, bon, on est passé par l'organe qui fait office d'assemblée sous la transition, mais ce n'est pas
vu comme si c'était un organe qui peut... De contre-pouvoir réel. Faire un contre-pouvoir réel et véritable, quoi. D'accord. Alors, sur la question de... je ne veux pas dire non plus que c'est une sorte de caisse de résonance, non, ou que les choses peuvent passer comme... Il y a quand même une légitimité. Il y a une légitimité, un tant soit peu, voilà. Au niveau de cette donne. Maintenant, alors, la deuxième question, il a raison, le CNRD avait pris ce communiqué qui donnait désormais plein pouvoir au ministère des Affaires étrangères, sauf si je me trompe, Alpha, désormais pour la délivrance des visas. Et donc, lui, il signale depuis l'Allemagne que les ambassades ne délivrent plus de visas. Vous qui êtes d'ailleurs de ce département, quelle explication peut-on donner à cette nouvelle mesure? Vous m'excuserez, je ne vais pas m'étendre sur cette question parce que je n'ai pas mandat à me prononcer sur cela. D'accord. Mais je suis bien informé de toutes les tracasseries dont sont victimes un certain nombre de concitoyens, et donc en ayant effectué assez de déplacements à ce titre. Donc je pense que les nouvelles autorités vont prendre des mesures idoines pour corriger cette faille-là. C'est extrêmement important que les citoyens guinéens soient protégés par l'État guinéen. Il y a ce qu'on appelle l'endossement. Dès lors que le lien de nationalité est établi, même si le citoyen est en infraction, les voies de recours sont complètement épuisées, l'État fait ce qu'on appelle l'endossement. Autrement dit, c'est comme une mère qui porte au dos son enfant, pourvu que ces trois conditions soient respectées. À plus forte raison pour la question de visa. Donc, sans compter d'autres documents en tant que tels. Mais, encore une fois, je préfère mettre cette question sous l'éteignoir de manière à ce que les autorités puissent se pencher dessus sans les gêner aux entournures. Très bien. Alors, on revient à la question d'avant la pause. Alors, vous étiez en train de nous dire qu'il ne fallait pas compter que sur des juristes, même si c'est des juristes chevronnés, pour rédiger cette nouvelle constitution. Oui, bien sûr. Et puis, en la matière, d'ailleurs, il ne faut pas seulement voir que des constitutionnalistes. Parce que les gens sont très prompts à dire, bon, seuls les constitutionnalistes peuvent dire, non, c'est pas cela. On a vu leur dernier travail, hein? Oui, en fait, c'est pas cela. Article 51. Bon, entre autres, parce que si on ressassait et tout ce qui avait été dit pour dire telle a la légitimité de faire tel, ben, c'était de l'argutie. L'article 51 ne prospérait pas, mais même le décret qui a promulgué la Constitution querellée contredisait l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a écarté l'article 21 et à bon droit, mais qui, à son tour, a dit que bon, l'esprit général de la Constitution permettait de soumettre une nouvelle Constitution. Mais comment? Quel est l'esprit général d'une Constitution si ce n'est que de dire je suis la norme la plus supérieure et on doit me respecter comme tel? Il n'y a pas un esprit au plus supérieur que cela. Sinon, chacun va dire, bon, il a la légitimité de faire ceci, l'esprit général. Donc, en un mot, il n'y a pas que des constitutionnalistes. Il doit y avoir des civilistes. D'accord. Les questions de procédure. Attention. C'est pourquoi la classification droit public, droit privé, trop foncièrement calquée au niveau de la Guinée, ce n'est pas une bonne donne. Parce que le juriste qui ne connaît que le droit n'est pas un bon juriste. Le juriste qui ne connaît que le droit de son pays n'est pas un bon juriste. Il faut qu'il y ait des anthropologues, des sociologues, des économistes, ceux qui font le développement communautaire. C'est-à-dire tous ces experts-là, et avec surtout des expérimentés. Il y a par exemple des gens qui sont rompus en matière de rédaction des textes, qui sont au niveau du ministère de la fonction publique, qui font de l'arbitrage entre les textes, qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la direction légistique, c'est législatif. C'est extrêmement important d'associer toutes ces personnes. Ensuite, que de bâtir les fondamentaux d'un texte, c'est important. Mais avant de faire l'adoption, il faut adopter article après article. D'accord. Il faut éviter l'adoption en vrac. Ensuite, il faut qu'il y ait... on a laissé passer trop de choses de cette manière. Et puis, il faut également éviter de faire ce qu'on appelle la procrastination juridique. C'est-à-dire dire, bon, on va reporter ça pour plus tard. Les textes structurants et les textes d'application. C'est pourquoi en Guinée, vous n'allez pas voir beaucoup de codes. C'est seulement la partie législative que vous voyez. On viendra d'ailleurs à la question de la législation électorale tout à l'heure, où c'était assez marqué. Vous me permettez de donner un seul exemple. Oui. Quand vous avez une loi, on dit il y a des décrets d'application qui vont prendre. Ça fait que si la Constitution est adoptée, vous allez voir qu'une même institution peut être à califourchon entre une loi ancienne et une loi qui est projetée, une loi organique qui est projetée dans une nouvelle Constitution. Sans compter que les décrets aussi. Parce que vous savez, en droit guinéen, il y a deux types de décrets. Il y a le décret simple pris par les soins du président de la République. Il y a le décret aussi qui est pris en Conseil des ministres. Bon, ça ne veut pas dire que le Conseil des ministres vote, mais c'est un type de décret qui donne une forme de légitimité pour dire, bon, les membres du Conseil vont se prononcer, tel doit être nommé. Si c'est en Conseil des ministres,
C'est pourquoi on met un signe au-dessus de ce type de dé là pour dire avec l'astérisque, pour dire décret D. Quand vous voyez l'astérisque, ça veut dire que c'est un décret en principe qui doit être pris en conseil. D'accord. Donc tout cela, il faut qu'il y ait de bons experts en technique logistique et éviter une sorte de copier-coller, parce que le plus souvent, ce qui est important, c'est l'application à la base. Et dans cette constitution, il est important que si on veut que ça soit respecté, Obama a dit que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Je suis un peu nuancé parce que, il n'y a pas que l'Afrique qui a besoin d'institutions fortes, encore que ça, c'est la finalité. La finalité, c'est des institutions fortes. Mais comment arriver à des institutions fortes? C'est bien entendu des personnes qui vont être de poigne dans les institutions. Si on peut carrément balancer les textes de loi et puis sans contrefiche, c'est-à-dire dire, bon, je m'en contrefiche éperdument, ce sera peine perdue. Et c'est pourquoi les enseignements actuels, avec toute la situation qui est arrivée, désormais, celui qui va dire en Guinée qu'il veut d'un 3e mandat faire un forcing, c'est son épouse qui va le déconseiller à la maison d'abord. Deuxièmement, toutes les personnes qui vont par exemple dire maintenant avec des arguties, parce que les Nations Unies ont bâti la charte, on a dit tirant les enseignements des souffrances indicibles. Donc, tirant les enseignements aussi de la question des sirènes révisionnistes par rapport à des mandats prolongés, c'est bon d'envisager une législation pour permettre à ce que celui qui va faire cela maintenant ne soit pas poursuivi seulement que par le procureur avec la mise en mouvement de l'action publique. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle une forme de class action, c'est-à-dire une procédure collective permettant de donner la latitude, donc pour que les ONG par exemple de défense des droits de l'homme puissent avoir l'initiative de la poursuite. Pour que les personnes ne puissent pas donner libre cours à leur joie. La rédaction de la Constitution qui a créé des difficultés. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu quelqu'un qui soit assez fier de se réclamer avoir participé à sa rédaction. Parce qu'elle a été à la base de beaucoup de situations, ça a endeuillé des familles, ça a trompé des autorités, alors que quand une autorité vous fait appel, c'est par marque de confiance. En retour, retournez l'ascenseur en termes de sincérité, avec tact et diplomatie et avec tout le respect dû à son rang. Alors, Karam Madi, tout en restant sur cette question de la Constitution, le texte de 2010, qui était lui-même une sorte d'amélioration du texte de 90, est-ce que vous pensez, même ce texte-là qu'on disait être bon, il y avait quand même des lacunes. Alors, quelles sont, en plus, par exemple, de ce que vient de proposer M. Camara, c'est-à-dire intangibilité sur la question de la limitation des mandats, oui, mais il faudrait même prévoir des sanctions et même consacrer dans le texte, dans le marbre de la Constitution désormais, l'initiative de la poursuite même par des organisations de la société civile. Mais en plus de cela, quels pourraient être des amendements majeurs dont il faudra tenir compte de votre point de vue dans la nouvelle Constitution qui s'annonce? D'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations sur lesquelles nous devons nous appesantir. Il faut réfléchir à la forme de gouvernance que nous voulons. Ça, c'est déjà un premier problème, c'est-à-dire la forme de régime politique que nous voulons. Nous avons, depuis ces dernières années, connu un système de régime présidentialiste qui a fait que le président de la République avait toujours eu la prééminence sur l'ensemble des institutions. Il faut réfléchir à cette question. Est-ce que nous maintenons le même schéma ou alors nous souhaitons changer de paradigme pour aller vers un régime beaucoup plus souple qui serait un régime parlementaire ou qui serait en tout cas un régime présidentiel moins renforcé? Ça, c'est une première proposition qui doit faire l'objet d'une réflexion approfondie parce que c'est de là que découlera la suite du processus. À l'intérieur, vous êtes pour une limitation quand même des pouvoirs du président. Absolument. Il faut que cela pour donner un peu plus de pouvoir à qui? Oui, le législatif. Le législatif, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà que la responsabilité du Premier ministre puisse être engagée devant le Parlement et pas moins devant le président de la République. Parce que cela donne force au président de la République qui fera qu'il a toujours le droit de pouvoir révoquer à tout moment, même si dans l'autre régime également c'est la même chose, mais qu'il soit donné la possibilité, par exemple, à l'Assemblée nationale de pouvoir faire un vote censure contre le Premier ministre. Donc cela donne en tout cas une certaine garantie sur le fonctionnement des institutions. Maintenant, à côté de cela, il faut aussi réfléchir à l'architecture institutionnelle. Quelles sont les institutions que nous voulons pour la gouvernance dans notre État? Parce que, de mon point de vue, il y a des institutions qui ont des rôles qui sont des rôles cumulables, qui peuvent être associés. Alors, à ce niveau,
à ce niveau, parce que nous, on avait fait justement cette réflexion en préparant l'émission. Est-ce que, par exemple, le fait aujourd'hui de ramener les prérogatives de la Cour constitutionnelle vers la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, vous pensez qu'on devrait dupliquer ce type de modèle à d'autres institutions? Je pense, par exemple, au Conseil économique et social, je pense à bien d'autres, à la médiature de la République, je pense à des institutions comme cela. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte qui fait que l'inflation institutionnelle n'est pas très avantageuse pour nous. Parce que d'abord, elle est budgétivore. Mais ensuite de cela, elle est inopérante parce que nous avons vu que depuis plusieurs années, beaucoup de ces institutions sont restées sans pour autant jouer véritablement leur rôle. Alors, vous me direz que ce sont des personnes qui animent ces institutions. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que nous ayons dans des institutions des personnes qui aient une certaine résonance interne, mais surtout une capacité externe à faire valoir le rôle de ces institutions. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, le contenu qui est souvent donné à ces institutions est un contenu parfois qui est dévoyé. Parce qu'il y a de l'ambiguïté là-dedans, il y a beaucoup de superfuge qui fait qu'on n'arrive toujours pas à donner du contenu aux réelles missions de ces institutions. Donc, cela doit être clarifié véritablement pour que l'on sache quel est le rôle dévolu à telle institution et que cela fasse l'objet d'une sorte de clarification. Maintenant, passé cela, il y a bien évidemment la question de l'intangibilité constitutionnelle qui va pousser justement à fixer l'interdiction de réviser pour des motifs qui ne soient pas des motifs sérieux la Constitution. Mais derrière, quelle est la garantie institutionnelle qu'on donne à cela? Quelle est la sanction qu'on peut donner à cela? Il y a aussi le fait que... Oui, mais on ne peut pas, que c'était un des arguments forts de ceux des soutiens du troisième mandat, on ne peut quand même pas refuser à un peuple le droit de vouloir changer de constitution. Alors comment faire pour que même si par extraordinaire, on devait changer de régime politique, on devait changer de constitution, mais que le principe de la limitation des mandats y échappe. Est-ce que le mécanisme proposé par M. Camara ne semble pas, peut-être dans ce cas, être le bon? Oui, mais est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce schéma, par exemple, même dans la Constitution de 2010, celle qui a fait l'objet de révision. Quand vous analysez pertinemment, vous vous rendez compte que le fait déjà de prendre sur lui la responsabilité d'aller à une révision constitutionnelle était assujetti d'abord à un préalable référendum. C'est-à-dire que le président de la République, avant même de soumettre la Constitution à un référendum, devait d'abord soumettre l'avis déjà de la possibilité de pouvoir soumettre une sorte de révision constitutionnelle avant même d'aller à une révision constitutionnelle. Cet élément, il a échappé fondamentalement. Peut-être qu'il a été fait à dessein parce qu'on a voulu faire un passage en force, mais la Constitution de 2010, elle a été très claire parce que la souveraineté appartient au peuple. Étant donné que la souveraineté appartient au peuple, tout changement qui doit entraîner une incidence sur cette souveraineté doit faire l'objet d'approbation par le peuple. Donc ça veut dire qu'avant même d'aller à l'adoption du texte, il faut solliciter d'abord l'avis du peuple. L'idée même d'abord de la proposition d'un nouveau texte. Cela d'abord devait être pris en compte. Une fois que cela a été fait, il y a en ce moment la latitude qui est donnée de soumettre maintenant un projet qui va faire l'objet d'adoption ou non. D'accord. Donc ça c'est une question qui peut être réglée à ce niveau et qui peut aussi permettre de baliser ce chemin à ce niveau-là. Donc je crois que ce travail-là, il doit pouvoir être fait et être conforme aux réalités du moment sur des questions justement de protection des libertés individuelles et collectives, mais en même temps sur la question qui concerne aujourd'hui la question du développement durable, la question de la protection de l'environnement et beaucoup d'autres sujets qui peuvent véritablement être intégrés à la Constitution pour l'adopter aux réalités du moment. Oui, oui. Ma question justement par rapport aux amendements apportés, quelle est votre position justement par rapport aux candidatures indépendantes? Et ça a souvent été le cas, par exemple, comme on a vu. Mais, depuis 2010. Justement, qu'en est-il véritablement? Quelle est votre position là-dessus? Personnellement, je suis d'accord avec ce fait-là. Tout comme j'avais été d'ailleurs... Il y avait une sorte de diktat des partis politiques. Absolument, absolument. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sur le même chapitre, j'avais été d'accord sur le fait qu'on demandait à ce que
les commissaires à la CENI soient issus soit de l'administration, soit des partis politiques ou de la société civile. Alors que nous avons des ressources qui n'appartiennent à aucune de ces entités qui peuvent apporter une contribution remarquable, par exemple, à cette institution. Mais ils sont freinés parce que simplement on a fait le choix de donner ce rôle-là à des entités. Et pour moi, cela a été à la fois une injustice sociale, une forme d'exclusion, mais surtout un tort que l'on faisait à la République. C'est pourquoi il ne faut pas donner la responsabilité seulement aux partis politiques de diriger le pays. Si nous avons des personnes qui ont la capacité, la prétention à diriger le pays, donnons-leur cette possibilité et laissons le soin au peuple de le sanctionner devant les urnes pour dire non, nous ne pensons pas que vous soyez habilité à diriger les destinées de ce pays. Mais ce serait une censure, mais j'ai envie de dire une censure constitutionnelle que de ne pas permettre les candidatures individuelles. Alors, ce message, vous me permettez de le lire de l'un de nos auditeurs via notre page Facebook. Alors, Mohamed Bourgeois Camara qui dit « Bonjour Monsieur Bara, émission très intéressante, mais faisons attention au type de régime que nous voulons dans notre pays. Accorder plus de pouvoir à l'Assemblée nationale au détriment d'autres institutions, notamment de la présidence de la République, risque de nous conduire vers le type de crise que nous observons actuellement en Tunisie. N'oublions pas que nous sommes en Guinée et le risque existe que le gouvernement et le Parlement prennent en otage le pays et conduire à de nouvelles crises. » Alors ça, c'était une observation de ce auditeur. Alors, passons à la question du cadre juridique, ou combien important si vous voulez, électoral. Alors, il va falloir... Alors, Khalifa Traoré me fait signe que nous sommes déjà encore à la lisière de notre rendez-vous de l'information. Nous marquons une pause de 3 minutes, mais ne quittez pas, vous pouvez déjà suivre le journal directement dans cette émission. Et juste derrière, nous venons à la question de la CENI et du code électoral. Merci donc à Ibrahim Khalil Diallo qui présentait ce journal depuis notre studio B. Retour donc ici. Alors, vous êtes dans l'INEA, et si vous venez de nous prendre en marche, ce magazine qui parle du droit, qui donne la voix au droit chaque samedi quand il est 10h en temps universel. Aujourd'hui, nous recevons comme invité Monsieur Mohamed Camara. Il est juriste, chargé de cours dans nos institutions d'enseignement supérieur ici dans la capitale guinéenne, et Monsieur Karamo Mamadi Camara qui est également juriste et consultant média. Nous parlons aujourd'hui de l'encadrement juridique qu'il faille pour la transition guinéenne donc qui démarre à l'instant. Alors cette question, oui Alpha, oui, prochaine question. L'autre question qu'on a envie de poser à nos illustres invités, c'est le cadre juridique des élections. Quelle est votre position là-dessus? Oui, vous savez, avant d'aller au niveau d'une élection, il faut maîtriser 3 paramètres, le cadre juridique, l'organisme de gestion des élections et le fichier. C'est extrêmement important. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettrez d'embrayer un tout petit peu sur les propositions pertinentes qui ont été faites par Karamadi pour quand même mettre un peu de garde-fou autour. C'est-à-dire de donner assez de pouvoir à l'appareil législatif. Je sous-entends par là que c'est... faire une sorte de changement de paradigme de manière à ce que l'Assemblée ne soit pas dans sa stature actuelle, c'est-à-dire qu'elle ait un peu de coudée franche. Mais il faut faire beaucoup attention pour faciliter, non pas donner un grand pouvoir à un organe au détriment d'un autre, mais faire ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs. Cela fait écho à la pertinente remarque qui a été faite tout de suite là par un auditeur, de faire beaucoup attention avec un certain régime. Dans un pays où vous allez voir... des institutions se fragiliser et une société fortement politisée, au point que, même quand Karamadi est nommé tout de suite là par un décret, un militant d'un parti politique peut voir cela mal parce que justement désigné par un adversaire de son leader. Quand bien même son parti politique bénéficie d'un agrément délivré par un administrateur, c'est-à-dire un ministre, mais qui est nommé par décret. Autrement dit, c'est de dire, bon, à votre tour aussi, vous n'avez pas accepté une nomination de site. Donc, c'est-à-dire que l'idée de présidence de la République en ce moment va être transversale, de sorte à être au-dessus des partis politiques, au-dessus de la mêlée.
L'autre élément en termes d'équilibre aussi, les candidatures indépendantes sont importantes pour éviter ou atténuer le diktat des partis politiques. Mais attention, il faut encadrer là aussi, de sorte que ça soit assorti de tel. Vous avez vu Ça doit être transparent à tous les niveaux, transparent, à commencer par les comptes de campagne des même. comptes de campagne, des comptes, des questions de signature à recueillir. Oui. Voilà, leur authenticité, parce que vous allez voir aussi quelqu'un sorti de nulle part, détenteur de manias, d'argent, qui peut prendre d'assaut des médias pour intoxiquer davantage un certain nombre d'électeurs, et finalement, ou faire l'achat des consciences. Donc tout cela doit être bien paramétré, c'est-à-dire pour équilibrer. Maintenant, pour revenir à la question... Alors, cette observation, si vous me permettez, puisque vous avez abordé la question, elle vient de M. Nabilaï Kone. Bonjour, M. Mara, je reformule. Passer à un État fédéral à l'image de la Guinée et ces 4 régions où chaque fédération aurait un budget alloué et des comptes à rendre au Parlement de l'État fédéral guinéen qui rendra compte au président de la République. Comme aux États-Unis, il faudra arrêter de s'accrocher au régime français qui ne marche pas en Afrique depuis l'indépendance. Oui, mais moi, je ne suis pas favorable à l'idée d'un État fédéral. Voilà, je ne repousse pas, mais il faut éviter toujours le mimétisme juridique. C'est-à-dire parce que autant vous reprochez un régime donné, vous allez copier un autre régime qui n'a pas une sorte de maillage avec la conscience collective, et finalement ça va connaître une difficulté. Mais quand même une dose de pouvoir aux régions, même en restant dans cet état unitaire. Franchement, moi je ne suis pas avec l'idée de région, de ça, parce qu'il y a un phénomène, c'est comme ceux-là qui parlent de partis politiques, à limiter le nombre de partis politiques, parce qu'il y a tout ce qui est terminé par isme là, aux effets pervers. Mais vous pensez pas que si on n'applique pas les textes de là, même s'il n'y a que 2 partis politiques, les mêmes effets pervers peuvent se ressentir dans les mêmes formations politiques? Pour dire, bon, tel était passé, il faut que tel aussi passe cette fois-ci, ça peut être la même chose. Alors, on revient donc à la question de M. Diallo qui parle du cadre juridique des élections, des prochaines élections. Il faut un cadre juridique complet, cohérent et bien articulé. Nous avons en République de Guinée une loi électorale. Elle n'est pas complète parce qu'elle n'a pas sa partie réglementaire au complet. C'est pourquoi d'ailleurs... Donc, il faut migrer vers un code. Un code, carrément. D'ailleurs, on doit aller au-delà même des codes en Guinée. C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant vers des codes annotés. Il fait bien le tour des juridictions pour prendre des décisions de la jurisprudence là-dedans. Il faut que ce soit commenté, que ce soit adossé. C'est-à-dire qu'un code doit prendre en compte la partie législative, la partie réglementaire. C'est pourquoi vous allez voir dans un code, par exemple, au niveau de la première partie, c'est comme un cahier que vous ouvrez en 2 parties, quoi. Dans la première partie, vous allez voir article L1, c'est-à-dire c'est la partie législative, article R1, R2, R3, c'est la partie réglementaire. Au lieu de prendre toujours des décrets, et sans compter qu'on ne fait pas en Guinée ce qu'on appelle la législation consolidée. Ça fait que vous allez prendre un décret, déclarant par exemple les jours fériés, qui s'adosse à un article d'une ancienne constitution. Oui. C'est le fameux décret de 1995. Voilà, 95, mais les articles qui sont visés ne sont plus en phase avec Donc il faut qu'il y ait toujours des textes consolidés. Et c'est pourquoi l'Assemblée doit travailler d'arrache-pied, toujours les textes consolidés et les administrateurs au niveau, parce que les projets de décrets sont faits par des techniciens. Donc ça c'est important. La loi électorale doit être désintéressée. Et vous avez vu, et c'est pourquoi... Tout calcul politicien. Bien sûr, parce que la loi, elle s'applique erga omnes, elle doit s'imposer à tout le monde. Mais quand les partis politiques mettent leur influence là-dedans, ça devient dangereux. Et c'est pourquoi on est arrivé à un niveau dans notre pays, quand bien même c'est l'État qui délivre l'agrément pour reconnaître 2 types d'associations, l'association politique et l'association apolitique. On a vu ces associations politiques et apolitiques imposer leur diktat sur l'État, au point d'aller jusqu'à donner un ultimatum à l'État. C'est le monde à l'envers. Pourvu que ceux qui gèrent au niveau de l'État fassent preuve d'un sens élevé du service public en termes de neutralité, de continuité. Mais vous allez voir que même dans la même société, si les textes ne sont pas appliqués et ne sont pas approuvés très bien par la société, ça va poser problème dans l'application. Un exemple, quand vous êtes dans l'administration, vous allez voir les personnes, au lieu de vous dire restez à cheval sur les principes, non, vous avez été nommé par un décret, donc il faut mouiller le maillot. Vous entendez cela? Pendant ce temps, vous allez voir au niveau de la société aussi, pour dire, bon écoutez, vous avez été nommé, mais il faut être comme une forme de, comment je vais dire, de continuum de leur propre avis. Alors qu'un administrateur est porté
sur le service public qui a un certain nombre de caractères, D'accord. de principes. Donc encore une fois, la loi électorale, elle peut continuer à valider parce que la formulation de M. Mara dire quel encadrement de la transition, l'encadrement juridique commence d'abord par ce qu'on appelle la charte Oui. et les autres textes qui vont être adoptés jusqu'à ce que le président futur ou la future présidente soit élu dans les règles de l'art et ainsi on va dire président de la République ou présidente de la République. Alors, quand on parle d'encadrement juridique des élections, il n'y a pas que la question de la loi électorale. Il y a aussi la question de l'OGE qui va se poser. D'abord, ce sempiternel débat. Je m'en vais quand même vous poser la question. J'aimerais peut-être que vous tranchiez. Je pense que vous avez la légitimité aujourd'hui dans ce pays de donner votre avis sur cette question, puisque les politiques n'arrivent pas à se décider quel type de CENI. Est-ce que vous pensez que ce débat, il a lieu d'être CENI politique ou CENI technique? Pour moi, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. D'abord, il faut partir de l'exégèse même de l'institution. La CENI fait un boulot technique au service des politiques. Puisque l'élection a un caractère éminemment politique, il va sans dire que les acteurs qui sont amenés à jouer ce rôle doivent être considérés comme des compétiteurs et qu'il soit donné le soin à des acteurs non partisans de pouvoir organiser le processus électoral. C'est pourquoi, pour moi, la question sémantique de CENI politique ou CENI technique ne devrait pas exister. Tout à l'heure, j'avais amorcé préalablement... De toutes les manières, la partie discussion. politique de la CENI n'est qu'une sorte de conseil d'administration. En réalité, à la base, vous avez une administration de la CENI qui, elle est là et qui fait le boulot. Peut-être que, Voici justement... peut-être que la faiblesse... M. Camara l'a toujours relevé, c'est de faire cesser les travaux des démembrements à la fin de chaque élection. Oui, il faudra revoir ça. Ça, c'est déjà dans le mode opératoire de l'institution. Il faut garantir le fonctionnement des institutions à la base. Et ça, ce sont les démembrements qui le font parce que, en tout cas, l'ancienne constitution prévoyait une révision annuelle du fichier électoral pour qu'il soit mis à jour. Et cela ne peut se faire qu'avec les démembrements à la base. Maintenant, sur l'institution elle-même, depuis 2 ans, j'avais prôné l'idée que l'accès à la CENI soit subordonné à une sorte de candidature. C'est-à-dire qu'il y ait un job description qui soit clairement établi avec des fiches d'objectifs associées à cela. Que des personnes qui ont un profil qui soit adéquat avec cette description de job puissent candidater et que ces personnes soient recrutées en raison de leur aptitude à pouvoir... Mais qui recruterait? Nous sommes dans le pays de toutes les suspicions. Mais vous savez, voilà. Qui recruterait d'abord dans un pays où vous avez beaucoup de docteurs, entre guillemets, dont les diplômes sont faux. Vous avez des gens qui ont des qualifications préparées à Barbès. Alors, comment est-ce que ça devrait être structuré tout ça? D'abord vérifier. Vous savez, mon abonné me sourit, mais il sait que c'est vrai. Oui, mais vous savez, ce n'est pas une innovation cela. Vous prenez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara s'est attaché les services de beaucoup de grands cabinets de recrutement pour faire accéder beaucoup de ses concitoyens à des postes de responsabilité. Ça, ce n'est pas une innovation et ce n'est pas de l'impossible. Cela se fait. On sait qu'à plusieurs égards, il y a des organismes qui ont cette réputation et qui font ce travail dans d'autres pays. Ça, c'est très courant. Donc, sur le principe, il faut dire que il y a déjà une description des tâches qui est faite et ensuite on recrute en fonction de cela. Ça, c'est du niveau opérationnel. Maintenant, un peu plus haut, il y a un comité d'orientation qui peut être là pour suivre justement l'orientation stratégique qui est donnée à ces activités opérationnelles. Et là, j'en conviendrai bien évidemment que les acteurs politiques, la société civile, l'administration pourraient se retrouver au niveau de ce conseil d'administration pour fixer les orientations parce qu'il y a quand même une distinction très nette entre un conseil d'administration et un organe exécutif. Alors donc, ce fonctionnement pouvait permettre justement de départager les fonctions opérationnelles des fonctions d'analyse et d'orientation. Cela aura l'avantage justement de ne pas avoir seulement dans la sphère opérationnelle des ressortissants des partis politiques parce que chacun viendra prêcher pour sa chapelle, même si il est clair que de manière factuelle, l'on amènera les uns et les autres à prêter serment. Mais l'on a suivi ici
des commissaires qui étaient issus des formations politiques, quand bien même le mandat impératif n'existait pas, mais qui ont cessé simplement d'exercer leurs attributions parce que leurs partis politiques leur ont demandé de quitter la CENI. Donc il faut que nous sortions de ce carcan et que nous ayons des personnes qui ont la latitude de pouvoir exercer la plénitude de leurs fonctions parce que simplement ils ne sont issus d'aucune chapelle. Ouais, Alpha. L'autre pomme de discorde qu'on a constaté ces dernières années, c'est le fichier électoral. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Bon, avant le fichier électoral, pour rajouter... Très rapidement, parce que nous devrions donner quand même la parole à nos auditeurs également. Donc très rapidement. En fait, je suis d'accord avec le juriste Mamadi Tourakaba quand il dit que la question de la CENI est une anomalie. Fondamentalement. Mais tout à fait. D'accord. Pourquoi? Parce que si l'administration du territoire jouait sa partition avec des gens... L'élection allait se faire de façon très régulière parce qu'il y a des techniciens au niveau de l'administration du territoire qui assurent le maillage territorial et en temps record, le résultat peut être donné. Mais quand le citoyen pense que dès lors qu'il est nommé, donc il est à la solde carrément de celui qui l'a nommé, alors qu'il devrait invoquer la formule de Badinter pour dire le devoir d'ingratitude. Vous avez été au niveau d'une institution, n'attendez pas de moi que vous sifflez et que je puisse justement répondre aux injonctions comme par A plus B, mais c'est de respecter les textes de loi. Maintenant, la question de la CENI technique ou CENI politique, si on respectait les textes de loi, ça allait changer. Mais pourquoi on ne peut pas balayer du revers de la main la question de la CENI? Pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques. De sorte que leurs représentants à l'interne sont influencés par eux-mêmes, de part et d'autre. Et donc, du coup, ça pose le réel problème. Sinon, oui, mais d'où la pertinence de la proposition de Karam Mamadi. Pratiquement à étage. Oui, mais là aussi, c'est toujours la même question. Quand un recrutement est fait, si la personne estime qu'elle n'est pas recrutée sur la base de son travail, de sa compétence, quand vous êtes bien formé dans un État, soit on vous donne du travail ou vous vous donnez du travail. C'est aussi clair que cela. Si on ne respecte pas les textes. Alors, comment faire pour que des personnes totalement libres dans la tête soient recrutées? Parce qu'il me semble quand même que sa proposition a la particularité, je dirais même la grande valeur de proposer qu'on recrute sur CV et peut-être même que l'organe qui doit recruter ne soit même pas un organe étatique, mais indépendant également, tel qu'un cabinet. Non, on est dans un État, une élection éminemment politique. C'est une question de souveraineté, cela. Vous avez vu, on a diminué même le nombre. De 25 commissaires, on est venu à 17, mais simplement c'est pour tromper. Parce qu'on va dire on a diminué le nombre, mais on a quitté d'une CENI moins politique pour une CENI plus politique. Parce qu'avec 25 commissaires, il y avait 20%, enfin 80%, 20 membres des partis politiques, 80% de politique. Mais on est venu à 17, 7 plus 7, donc issu des deux, ça fait 14. Mais quand vous faites le pourcentage, ça fait 82,35%. Il y a une majoration de 2,35%. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc moi, je pense qu'il faut respecter les textes. Alors quand on dit respecter les textes de loi, ça ne veut pas dire tomber à bras raccourcis sur les gens. Ça veut dire qu'est-ce que la loi prévoit. Il faut faire cela en respectant la procédure y afférente. Maintenant, pour sur la question du fichier. Le fichier, je ne suis pas d'accord pour le colmatage de brèche. Il est vrai qu'au niveau du fichier, c'est une question aussi... Alors, un recensement général biométrique de la population, d'où on tirerait le fichier, ou on revient au même modèle, au modèle ancien, d'un recensement du corps électoral, c'est-à-dire des personnes qui ont la majorité. Oui, je pense qu'il faut aller vers pratiquement même comme une LEPI, c'est-à-dire une liste électorale permanente informatisée. D'accord. Heureusement, il y a présentement au niveau du pays des startups qui sont venues, il y a des personnes qui travaillent sur la question des biométries, cartes d'identité et autres. Les cartes, même les extraits de naissance, désormais sont biométrisés. Je pense qu'il faut faire cela. De sorte que chaque mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, que l'on puisse mettre au goût du jour les textes, le fichier, pour que les primo-votants puissent être intégrés. Parce que l'idée du recensement général, d'abord, c'est stratégique au niveau et c'est très coûteux. Et c'est très très coûteux. Sans compter qu'il y a une période à respecter. En règle générale, c'est comment je vais appeler cela, la période décennale qu'il faut respecter. Mais il y a des spécificités qui peuvent être... c'est vrai, c'est vrai. 2014, en principe, c'est 2024. Voilà, il faut éviter d'aller comme cela pour dire, bon, voilà, tout est comment je vais appeler, à faire de façon rigide. L'important, c'est de prendre les textes qui sont digestes et que les personnes se mettent au service de l'État, non pas en diffusant les mauvaises connaissances, mais en donnant, pour favoriser ce qu'on appelle le civisme. Mais en la matière, Jean-Marie Denis nous enseigne
en matière de division, y compris du savoir, l'esprit partisan étouffe l'intelligence. C'est vrai. Alors, je pense que la dernière question que j'aurais bien voulu qu'on aborde dans cette émission, nous allons la reporter carrément, pourquoi pas, pour, comme thématique du prochain numéro de Alinéa. Quel rôle pour la société civile pendant cette transition? Ça pourrait faire bien entendu l'objet d'une émission ici. Mais en attendant, nous allons vers nos auditeurs. FIM FM, Alinéa, cas pratique, la clinique juridique où vous vous adressez à nos experts de haute volée. Monsieur Mohamed Kamara, Monsieur Karamo Mamadi Kamara sont à votre disposition si maintenant vous voulez appeler pour leur poser simplement vos questions. Un premier auditeur en ligne, bonjour. Mohamed Billo Barry de Caroline du Nord. Oui, Billo Barry, bienvenue dans cette émission. Quelle est votre question? Je cite, quelqu'un me disait, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères. Est-ce que les propos de ce personne ne le retrapent pas aujourd'hui? Un. Deuxièmement, quand M. Kamara est sur nos antennes, que ce soit à n'importe quelle radio, il refuse de répondre aux questions des affaires étrangères. Les ambassadeurs nous font la même chose. Quand ils leur posent des questions, ils disent qu'ils ne veulent pas répondre. Qui va nous répondre maintenant? La question là est fondamentale. Chaque fois que vous appelez un diplomate, quelqu'un, ils ne veulent pas parler. Pourquoi ils ont peur? Je vous remercie. Bien. Alors, Bello Barry, qui nous appelait de la Caroline du Nord, c'est aux États-Unis, et qui s'émeut justement. Bon, comme je l'ai dit, j'ai invité Monsieur Kamara dans cette émission, d'abord en tant qu'universitaire, donc sur des questions éminemment juridiques. Alors, est-ce qu'il est la voix autorisée, Monsieur Kamara? Peut-être je ne vais pas parler à votre place, mais est-ce que vous êtes la voix autorisée pour répondre à ces questions dans cette émission? Bon, en fait, il faut comprendre les auditeurs dans leur aspiration. Je pense que il est important que les autorités se montrent à la disposition pour les répondre, mais ces citoyens n'ont pas à exprimer leur hargne en tant que tel pour dire, bon, voilà, toute personne est censée parler au nom de l'État en tant que tel. Ce n'est pas comme cela. C'est pas étonnant. Vous avez vu dans notre pays, d'autres se donnent des types d'attributions. Ils n'ont pas mandat pour agir ainsi. D'accord. Et vous avez vu, en matière de diplomatie, si vous n'avez pas une instruction, et d'ailleurs même au niveau d'un département, il ne faut pas d'ailleurs que les gens confondent des choses. Le fait de se montrer disposé pour véhiculer le civisme ne fait pas de moi un chroniqueur. C'est par devoir, je le fais, pour aider le pays à ma manière. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que c'est... Vous ne pouvez pas vous prononcer à la place de l'État. Alors, un autre auditeur en ligne, bonjour. Lui, nous l'avons malheureusement perdu. 81 85 si vous souhaitez appeler dans cette émission. Khalifa Traoré, est-ce qu'il y a un autre auditeur? Oui, allô, bonjour. Quelques soucis. Silla Traoré, oui, allô? Un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, Mara. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Vous appelez d'où et vous répondez à... De Coloma. Oui, nous vous écoutons. Moi, j'aimerais poser deux questions là. Est-ce qu'il y a des possibilités de mettre une loi en cas de dérapage de la Cour constitutionnelle ou bien de la CENI pour une poursuite judiciaire? Contre qui? Contre la Cour constitutionnelle ou bien la CENI. D'accord. Merci beaucoup pour cette question, Monsieur Kamara. Messieurs, est-ce que lorsque des membres de la Cour constitutionnelle ou de la CENI, d'abord aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent faire l'objet de poursuites s'il est avéré qu'ils ont commis des fautes? Bon, ou alors est-ce qu'il faut aller vers une législation spéciale? Non, les législations en la matière sont très claires. C'est-à-dire que quand bien même vous prêtez serment et vous bénéficiez d'une immunité juridictionnelle, ça veut pas dire immunité ne veut pas dire impunité. D'accord. Tout est là, les textes sont là, c'est de façon structurée. En fait, quand l'auditeur pose une question, ça montre que à ce niveau c'est un problème au sein de la société. Il y a un problème au sein de la société. C'est pourquoi ça pose la réelle question de savoir, institution forte, mais c'est des personnes qui se trouvent là-dedans, qui impulsent un dynamisme dans cette institution. D'accord. Alors, il me fait signe, Khalifa, que c'est terminé, donc nous ne pouvons pas prendre notre auditeur. Alors, Monsieur Kamara, votre dernier mot? D'abord, je vous remercie de me faire partager ce plateau avec mon éminent grand frère. Mais aussi, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, de prôner la responsabilité, de prôner le sens de l'État et de prôner le sens du civisme. On n'attend pas d'être nommé, on n'attend pas d'être aux commandes pour avoir le sens de l'État et avoir le sens de la responsabilité.
Voilà qui est bien dit, monsieur Kamara Mohamed. Oui, j'invite humblement tous les citoyens, chacun en ce qui le concerne, à jouer sa partition. Et dans le droit fil de ce que M. Karamadi a dit, et pour qui j'ai beaucoup de respect pour tout le travail brillant qu'il fait, et puis sa constance, surtout sa constance au niveau des valeurs. Et même si lui et moi avions eu des informations au moment indiqué pour nous mettre dans le carcan silencieux, il est là pour le témoigner. C'est extrêmement important. C'était chaud, vraiment. Je le témoigne à un moment donné. Voilà, c'était très chaud. Les mêmes qui vous disent vous êtes très courageux, c'est eux qui... Après, donc il est important que l'on agisse en posant des actes de responsabilité. D'accord. Et que la Guinée puisse fumer le calumet de la paix avec des institutions, de sorte que le citoyen guinéen voyage avec objectif, mais pas pour fuir. Et c'est pourquoi la communauté internationale doit aider aussi la Guinée. Il a fallu cette crise pour qu'on sache simplement que le cours de la bauxite a connu une sorte de flambée. Et sans compter que si la crise perdurait, il peut arriver qu'il y ait l'immigration avec tout ce que cela comporte comme risque, ce n'est pas bon. D'accord. Voilà donc qui est bien dit. Alpha Mamadou Diallo, merci. Merci à toi donc Khalifa Traoré du côté de la technique. Merci à Ibrahim Silla. À samedi prochain par la grâce de Dieu pour un autre numéro. Mais en attendant, ne bougez surtout pas notre rendez-vous de l'information. Fine FM, entre le fort et le...